Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Bull Voices, la série de podcasts dédiée au métier tech chez Bull. Dans ce nouvel épisode, nous retrouvons Laurent Cargemel, responsable recherche et développement chez Bull, pour nous parler de son métier et des projets qui ont marqué sa carrière. Eh bien, bonjour à vous Laurent. Bonjour Flore. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ? Je suis Laurent Cargemel, responsable de la R&D de Bull. Et je suis rentré chez Bull en 1985, donc ça fait assez longtemps. Et j'ai commencé ma carrière un petit peu aux Clés, un petit peu aux États-Unis, et après à Angers pendant une petite quinzaine d'années. Voilà. Et après, je suis revenu aux Clés-sous-Bois. Et j'ai fait toute ma carrière dans la R&D, c'est-à-dire R&D, recherche et développement. Ça veut dire que j'ai développé différentes choses dans des domaines assez divers et variés. Et j'ai occupé tous les postes du développeur de base, comme on dit à la R&D, jusqu'à être le responsable de toute la R&D. Voilà. Pouvez-vous me donner un projet qui vous a particulièrement marqué ? Tous. Alors après, de quel on peut parler je ne sais pas, mais je peux au moins parler puisqu'on a l'air d'être plutôt dans l'ancien. Le premier projet sur lequel j'ai travaillé, c'est quelque chose qui s'appelait Auriga. Et Auriga, j'ai participé à un truc qui était la Conceptual Design Review d'Auriga qui s'est tenue à Santa Clara aux États-Unis, qui était une machine, à l'époque on appelait ça des DPS-7, où on faisait tout. Tous les chips, toutes les cartes, toutes les pièces, tout le logiciel, l'operating system. Et donc c'était une machine un peu révolutionnaire parce qu'elle était très performante, pas chère. Et finalement, c'était un gros changement technologique dans cette gamme de produits de l'époque, qui étaient des mainframes. Voilà. C'était les mainframes qui sont encore... les produits dérivés de ces choses-là sont toujours utilisés à la DGFIP aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez nous préciser des cas d'usage pour le DPS-7 ? La DGFIP. Donc c'était des machines, la DGFIP, c'est la Direction Générale je suppose que c'est l'informatique publique, j'avoue que je ne suis pas au clair sur l'acronyme, mais bon, par exemple, c'est les impôts. Quand vous déclarez vos impôts tous les ans là, sur impôts.gouv.fr, à un moment, c'est connecté sur un descendant de ces machines-là. Et sinon, à l'époque, ça servait dans les banques. Ça servait, je me souviens, à la mairie d'Angers, parce qu'on en a livré un une fois. Ça servait un peu partout, quoi, mais beaucoup dans les administrations et dans les banques. Voilà. Est-ce que vous auriez une autre machine en tête, peut-être ? Il y a, je dirais, donc moi à un moment j'ai fait beaucoup dans l'électronique de puissance, donc j'ai fait des tas de systèmes pour alimenter tous les ordinateurs du monde et de la planète. Donc là-dedans, il y a eu des coopérations qu'on a fait avec IBM qui étaient assez amusantes. Et puis à un moment j'ai fait une machine très, très spéciale pour des imprimantes, parce qu'à l'époque Bull faisait des imprimantes à Belfort. Bon, donc j'ai fait un gros équipement qui permettait d'alimenter les tubes à quartz qui faisaient fondre de l'encre sur les pages de papier. Bon, mais ça c'est très, très spécial. Bon, enfin ça je m'en souviens très bien parce que c'était quand même c'était gigantesque comme truc. Voilà. Et après, bon, par contre, quand je suis revenu dans la région parisienne, donc je suis reconcentré beaucoup sur les computers. Il y a une machine qu'on a faite qui est le dernier mainframe qu'on a entièrement fait, avec CPU compris, qui s'appelait Olympus 2. Donc c'était une machine GecoSuite qui était un peu le pendant des PS7 dont on a parlé au début. Ces GecoSuite, c'était des machines un peu plus grosses, un peu plus haut de gamme, qui servent encore un peu aujourd'hui. Pareil, comme la DGFIP, on a les vétérans aux US, par exemple, qui utilisent toujours ces machines. Donc c'est des machines qui sont quand même en fin de vie, mais enfin ça tourne toujours. Et donc là, on avait fait une machine, c'était assez amusant parce que c'était la dernière. Mais par contre, on avait ramené toutes les technologies qu'on était en train de développer dans les premières machines Intel qu'on faisait à l'époque, qu'on avait transposées, je dirais,
dans les machines GECO Suite. Donc ça faisait un mélange technologique qui était amusant. Et donc on avait réussi à faire un truc qui était un step technologique important pour des efforts qu'on partageait avec d'autres la gamme de produits. Donc c'était pas trop cher, je dirais. Voilà. Et donc ça correspondait un peu à cette équation. Dans la R&D, on voit souvent le côté innovation, etc. Mais il y a quand même un équilibre entre ce qu'on est capable de se payer et ce qu'il faudrait faire pour avoir le meilleur des produits pour nos clients. Voilà. Et donc là, c'était un mélange très, très, très optimisé, je dirais. Voilà. Et on a fait aussi notre dernier CPU à cette occasion, CPU GECO Suite, donc de Olympus 2B, qui était le dernier CPU qu'on a fait avec STMicro, parce qu'à l'époque, on faisait nos chips chez STMicro, et donc il était en 90 nanomètres. Bon, c'est un peu loin des 3 nanomètres d'aujourd'hui, mais enfin, à l'époque, c'était la techno la plus avancée. Et c'était du 90 nanomètres. C'était la première fois que STMicro faisait de l'interconnexion cuivre. Et donc, il y a eu un élément amusant qui était que quand on a fait ce chip, on a fait une série de wafers. Hein, c'est les grosses plaques de silicium dans lesquelles on découpe les puces. Et sur toutes les plaques de wafers qu'on avait faites, parce qu'à l'époque, on découpait nos wafers et on mettait en boîtier ici au Clé-sous-Bois. On avait un labo dans un des bâtiments que vous voyez, qui a été rasé, qu'on ne voit plus, dans lequel on avait toute une ligne d'assemblage de puces et de mise en boîtier et de test. Et donc, sur tous ces wafers, on avait eu une pièce qui marchait. Et donc, on a fait toute la mise au point de la machine avec cette pièce. Et pendant ce temps-là, ST a fabriqué des wafers et des wafers et des wafers pour faire un interconnect cuivre qui marche. Et bon, à un moment, ça s'est mis à marcher et hop, on a fabriqué les quelques machines qu'on avait à fabriquer. Parce que les mainframes, c'est quand même pas, c'est pas les quantités comme les PC. Hein, c'est quelques, je pense que si on a fait, je crois qu'on a fait quelques dizaines de machines, donc quelques centaines de puces. Voilà. D'accord. Et pourquoi vous avez arrêté de faire des CPU? Alors, on a arrêté de faire des CPU parce que finalement, on faisait les CPU, comme on dit, on était, nous, les spécialistes pour faire des CPU GECOS. Bon, à partir du moment où, à un moment, on a décidé que c'était plus économiquement rentable de remplacer ces machines spécifiques, matériel spécifique, par une machine que l'on dit émulée sur du matériel standard. Et à un moment, on a développé des couches logicielles qu'on a posées sur des machines Intel, qui nous ont permis de déposer le code binaire de nos machines mainframe dessus et d'arriver à des performances similaires au départ et meilleures ensuite. Voilà. Et donc du coup, on n'a plus besoin de développer une machine matérielle et on a déplacé tous les gens qui travaillaient sur ces machines matérielles GECOS, mainframe, de l'histoire du passé, je dirais. On a déplacé tout le monde progressivement sur les machines Intel. Et selon vous, pourquoi c'est intéressant de travailler dans la R&D chez Bull? Alors, c'est intéressant de travailler dans la R&D chez Bull, je dirais, il y a au moins pour ce qui me concerne, il y a plusieurs niveaux de réponse. Quand je suis arrivé dans cette société, c'était une société qui était entièrement connectée sur un monde que moi je connaissais même pas du tout. Je suis un peu arrivé là un peu par hasard. Quand on cherche du travail, on cherche du travail. Moi, je voulais faire de la R&D. C'est les gens avec qui ça a le mieux fité. Donc, je suis arrivé là. Et c'était plein de domaines différents. Parce que faire du développement matériel électronique, ça va de l'implémentation physique. C'est-à-dire, il faut dessiner des petits rectangles sur des circuits ou sur des cartes ou sur n'importe quoi. Il y a une espèce de problématique de comment je vais fournir toutes les données qui vont permettre de fabriquer quelque chose. Que ce soit un circuit intégré, une carte électronique, un bout de logiciel ou même de la mécanique. Toutes ces choses-là, c'est quand même très très varié. Et donc, je dirais cette façon d'implémenter les choses, c'est quand même, ça pose plein de questions. Dans les circuits intégrés ou sur les cartes électroniques, on fait ce qu'on appelle du placement routage. Donc c'est plein de problèmes algorithmiques qui sont intéressants à
à comprendre, à utiliser. À l'époque, on avait même des équipes qui faisaient de la CAD. Donc, dans Bull, on faisait tout ça à l'époque. Et donc, c'était hyper riche. Et donc, d'un point de vue, apprentissage de tout un tas passer de la théorie complète, parce que moi, je suis pas quelqu'un initialement de très technologique. J'ai plutôt fait des études scientifiques en général. Physique et mathématiques. Et donc, du coup, passer à tout un tas de problèmes d'implémentation, c'est hyper intéressant quand on est jeune ingénieur. Voilà, donc ça, c'était un intérêt. Alors, ça a un peu réduit parce que la taille de la boîte a quand même réduit. Hein. À l'époque, quand je suis rentré chez Bull, on était 40 000. Bon, donc là, on peut dire qu'on a réduit. Mais à l'époque, surtout, il fallait beaucoup de gens pour faire plein de choses. Je dirais, après, de fil en aiguille, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai vu naître toute la CAD, c'est-à-dire toute la conception assistée par ordinateur, CAO en français, CAD en anglais. Tout ça se développait, qui fait que avec moins de gens, on fait de plus en plus de choses. Bon, et donc ça, c'est une révolution extraordinaire, enfin, qui a complètement drivé l'évolution de comment on fait pour concevoir un serveur ou un circuit, etc. Donc il y a ça. Et après, c'est quand même aussi un domaine, de par la microélectronique, c'est-à-dire faire des puces, etc., une technologie qui a évolué fortement quand je suis rentré dans la compagnie, c'était, je pense qu'on faisait des transistors, on appelait ça, c'était du 1.2, 1.4 microns. C'est-à-dire que la taille d'une grille, c'était ça. Aujourd'hui, on a 2 nanos. Donc ça veut dire qu'entre les deux, on peut dire qu'on a fait 1000. Hein. Et 1000, c'est sur une dimension. Comme on fait une puce, en gros, c'est un truc 2D. Un truc 2D, ça veut dire, c'est un carré, quoi. Et donc, on fait 1000 au carré. Donc ça veut dire qu'on va mettre 1 million de fois plus de choses dans le même objet. Donc je ne sais pas si vous voyez à peu près ce que ça peut changer en termes de concept, la taille des choses qu'on manipule. C'est énorme. Voilà. Bon, et donc ça permet de se dire qu'on n'est pas à la marge, c'est-à-dire les produits, ils changent tout le temps. Et c'est pas fini. Donc il y a ça. Et après, tout ce qui est j'assemble des objets entre eux, ça s'est aussi concentré. Et donc, en plus de ce million déjà qui existe dans le paysage, on peut y ajouter un facteur, peut-être pas 1000, mais peut-être une centaine, en termes de j'ai réussi encore à tasser encore plus. Donc on a peut-être mis 1 milliard de plus de choses dans une unité de volume, qui fait qu'on peut faire des objets qui sont de plus en plus compliqués. Alors pas compliqués pour être compliqués, mais compliqués pour essayer de fournir quelque chose qui aura encore plus de valeur pour nos clients. Voilà. Donc voilà pourquoi c'est bien de faire de la R&D, parce qu'on est au cœur de tout ça. Voilà. Et à présent, j'aimerais savoir de quoi vous êtes le plus fier dans l'évolution de l'usine et de l'activité de Bull. Dans l'évolution de l'usine, je me souviens toujours d'un cours de management, on nous avait dit c'est quoi une entreprise ? C'est quoi l'essentiel pour une entreprise ? Et c'est de continuer à exister. Je me souviens, c'était ça la réponse. Et ce qui semble pas mal, c'est peut-être qu'une entreprise, c'est pas universel, hein, c'est pas comme l'État français. Je pense que, disons que dans l'ordre des choses universelles, on est quand même en dessous. Donc chaque fois qu'on arrive à continuer, c'est quand même, je pense qu'on peut être fier. Et donc le fait d'avoir réussi à réinvestir dans une usine qui était quand même une usine un petit peu âgée, c'est un vrai succès, parce que ça veut dire que, on a eu une vision, qu'on a été capable de la vendre, et qu'on a été capable de l'implémenter, et que du coup, maintenant qu'on a ça entre les mains, c'est effectivement un avantage pour la société, pour se projeter dans l'avenir. Voilà. Donc ça, c'est pour Angers. Et puis pour Bull, c'est vrai, mais dans tous les domaines. C'est-à-dire que, aussi, moi, par exemple, je suis très fier qu'on ait toujours une R&D, qu'on soit toujours capable de faire du matériel, parce que c'est quand même le plus cher. C'est là où l'équation économique est la plus complexe. Parce qu'en fait, il faut des... Là, par exemple, on lance un nouveau réseau, et ça s'appelle BXIV4, et on est en train de
Enfin, on a des systèmes qui permettent de compter combien va coûter un projet et de valider le fait qu'on est capable de se payer ça, etc. Il faut voir que c'est des choses qui coûtent extrêmement cher. C'est-à-dire là on doit faire un nouveau circuit intégré, ça nous coûte plus de 25 millions de dépenses quelque part externes, indépendamment des gens qui travaillent, etc., pour être capable de mettre un circuit en production chez TSMC. Bon, et ben, construire un équilibre technique, business et de compétences nécessaires pour que tout ça tienne et que ça arrive au bon moment avec les bonnes caractéristiques, c'est quand même compliqué. Voilà. Et donc le fait de réussir à faire qu'on est toujours capable de faire ça, c'est quand même un succès. Voilà. Et le BXI V4, il va servir à quoi exactement ? C'est le fameux réseau des supercalculateurs ou des grosses machines IA qui permettent d'interconnecter la collection de serveurs qui calculent ensemble. Et donc là, il y a le côté IA. Et donc dans le BXI V4, il y a comment être un réseau qui est un peu moins, qui n'est pas HPC only. C'est-à-dire qu'il y a aussi IA et voire aller vers des bouts de réseau encore plus du réseau haut de gamme, mais peut-être plus standardisé. Voilà. Eh bien, je vous remercie d'avoir pris le temps de parler de votre métier sur notre podcast Bull Voices. Chères auditrices, chers auditeurs, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode de Bull Voices où nous partirons à la découverte d'autres métiers et parcours passionnants chez Bull. À bientôt!